D'une manière générale, on sort de ce livre très, comment dire, plein de préjugés favorables envers les loups et les chiens. C'est vraiment des animaux, on va voir après pourquoi, tout à fait sympathiques. Dans un genre un peu différent, ça m'a fait rigoler, Lorenz explique que chez les babouins, pour marquer son respect aux membres dominants du groupe, on leur présente les fesses bien en évidence. Je précise que je parle des babouins et pas des agences de pub de Paris. Bon, c'est facile, mais bon, c'est tentant, quoi. Et bon, bref, revenons à des choses sérieuses. Et donc, il y a cette rétroaction du social à l'individuel, de l'individuel au social, qui finit par fabriquer des comportements chez les animaux qui sont quand même impressionnants de complexité. Alors, une des conséquences de cela, c'est que plus l'agression intraspécifique est forte dans une espèce, c'est-à-dire plus une espèce est violente avec elle-même, plus, pour pouvoir survivre, forcément, elle a développé des systèmes d'instincts sociaux qui permettent de contrebalancer, en quelque sorte, cette tendance naturelle à une très forte agression intraspécifique. Et donc, plus, dans cette espèce, on va observer en général des amitiés stables. Des solidarités fortes. C'est-à-dire que, comme les avantages en quelque sorte du mal, l'agression intraspécifique, étaient particulièrement importants à dégager, parce que l'agression intraspécifique est forte dans cette espèce, mais en même temps, comme les risques étaient forts, ces espèces-là se dotent, entre guillemets, de comportements quasi, entre guillemets, moraux. Où l'on retrouve la conclusion précédente, que le bien, entre guillemets, est en quelque sorte un sous-produit du mal, mais en comprenant mieux maintenant comment ça fonctionne exactement. Et où on comprend pourquoi le loup, le chien, qui est un animal doté d'une très 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 grande agressivité naturelle, est aussi l'ami le plus fidèle. Voilà. Par opposition, Konrad Lorenz mentionne l'animal peut-être le plus, comment dire, le plus désagréable dans son fonctionnement social, le rat. La particularité du rat, c'est que à l'intérieur de la même superfamille, c'est-à-dire entre rats qui ont la même odeur, l'agressivité intraspécifique est quasi nulle. Quasi nulle. Donc la conséquence de ça, c'est que les rats ne se connaissent absolument pas les uns les autres. Ils ne connaissent que l'odeur de leur meute. Chez eux, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de hiérarchie. Le partage des proies se fait selon la rapidité à s'en saisir. On ne laisse pas passer devant les plus jeunes. Le rat n'a pas eu besoin de se hiérarchiser beaucoup parce que apparemment il a une très bonne capacité à transmettre l'information et la connaissance, même sans hiérarchie. On ne sait pas très bien comment ça marche. Mais il a une particularité. Cet animal qui a une très faible agressivité intraspécifique au sein de la même superfamille, c'est-à-dire d'animaux qui partagent le même marquage, a une agressivité extrême et même une véritable cruauté à l'égard de ses congénères qui ne partagent pas son odeur. D'où ça vient? Alors probablement du fait que, vous savez, la nature privilégie évidemment les formes qui fonctionnent le mieux. Probablement en quelque sorte que pour réguler la gestion du territoire, comme les rats, qui ont une très forte natalité naturelle, si vous voulez, ne pouvaient pas le faire
par leur agressivité intraspécifique à l'intérieur des superfamilles, eh bien, en quelque sorte, la nature a favorisé les superfamilles le mieux capables d'organiser la violence contre les autres superfamilles. C'est-à-dire que le principe d'agression intraspécifique, n'existant pas à l'intérieur des superfamilles de rats liées au même ancêtre commun et partageant la même odeur, eh bien, il s'est en quelque sorte élevé à l'échelle supérieure dans les affrontements entre superfamilles, qui sont extrêmement violents et extrêmement cruels. C'est-à-dire que chez le rat, le mal, entre guillemets, est un sous-produit du bien. Comme à l'intérieur de la même famille, il n'y a pas d'agression intraspécifique, mais qu'il faut qu'il y en ait une pour réguler les territoires, eh bien, le principe du mal, en quelque sorte, le principe de l'agression intraspécifique, s'est déplacé vers les affrontements entre superfamilles. Et alors, évidemment, une fois qu'on a fini ce travail-là, qui est un travail à proprement parler de biologie et d'éthologie, on a observé des comportements animaux, la question c'est qu'est-ce qu'on peut en déduire sur les êtres humains. Alors au-delà des blagues à deux balles de pseudo-anthropologie auxquelles je me suis livré pendant cet entretien, qui ne présente pas, enfin ça c'est moi qui m'amuse, il y a une vraie réflexion de Konrad Lorenz. Alors il commence par un long exposé, mais sans doute nécessaire, pour relativiser en quelque sorte la possibilité de transférer des enseignements tirés de l'observation animale sur l'espèce humaine. Il commence par dire que l'homme a du mal à accepter qu'il est inséré à l'intérieur de la nature, que naturellement il ne veut pas croire qu'à bien des égards il fonctionne comme un singe, qu'il a tendance à se croire au centre de la nature et à penser en même temps qu'elle s'arrête là où commence son intériorité. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, rien de ce qui est humain ne serait animal et rien de ce qui est animal ne serait humain. Et l'homme a tendance à penser qu'il est régi par la raison et pas par l'instinct. Mais, explique Lorenz, tout ça c'est une erreur. C'est une erreur. L'homme est au sommet de l'évolution, mais il est dans l'évolution. Et sa raison désincarnée ne peut pas vaincre son instinct seul. Parce que l'expérience montre que pour se mouvoir, il faut que la raison parte d'un instinct. Sinon, il n'y a pas de motivation, en quelque sorte, au fonctionnement de la raison. Donc l'homme a évidemment une beaucoup plus grande capacité que les autres animaux à reprogrammer, en quelque sorte, son parlement des instincts, mais pas totalement. La raison ne peut pas triompher seule du parlement des instincts. Il faut qu'elle ait des alliés à l'intérieur de ce parlement. L'homme n'est pas pur esprit. L'homme n'est pas que langage, n'est pas que culture. Il est aussi un corps, et un corps qui est inscrit dans l'ordre animal. Ça ne veut pas dire qu'il faut désespérer de lui, ça ne veut pas dire qu'il est condamné à rester esclave de son animalité. C'est un être en marche pour aller toujours plus haut, mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte la réalité animale de l'être humain et que c'est dans cette mesure-là, et uniquement dans cette mesure-là, qu'on peut transférer certains des enseignements de l'étude du comportement animal sur le comportement humain. Je vous lis un extrait de ce que dit Konrad Lorenz à ce sujet. Prendre pour absolu l'homme actuel, qui se trouve à une étape, espérons-le particulièrement courte, parce que particulièrement désagréable et dangereuse, de sa marche à travers le temps, et proclamer qu'il est le couronnement inégalable de la création, c'est pour un scientifique la plus arrogante et la plus indéfendable de toutes les doctrines. Et il a cette très belle phrase qui explique pourquoi Lorenz esquisse la possibilité d'une réconciliation entre darwinisme et christianisme. Si je croyais l'homme l'image définitive de Dieu, je désespérerais de Dieu. Alors, ceci étant posé, on a compris dans quelle optique, de quelle manière Lorenz peut s'appuyer sur l'étude de l'animal pour réfléchir sur l'homme.
Il observe d'abord que les mécanismes liant le parlement des instincts et les structures sociales se retrouvent très largement dans l'espèce humaine. Sous une forme beaucoup plus complexe, parce qu'il y a l'intérieur, évidemment, il y a le langage, il y a le néocortex, etc. Mais on retrouve ces mécanismes. Qu'est-ce que c'est les bonnes manières qui marquent l'appartenance sociale à un groupe donné? Est-ce que c'est tellement différent du marquage généralement olfactif par lequel les sociétés animales se distinguent à l'intérieur de la même espèce? On retrouve dans l'espèce humaine des rituels de détournement d'agressivité qui prennent leur origine dans des comportements animaux. Par exemple, le rire. Qu'est-ce que c'est que le rire pour un éthologue? Le rire n'est pas seulement une expression franche de l'humour. Il fournit probablement aussi la base sur laquelle celui-ci a évolué. En 3 points, le rire, l'enthousiasme militant et le cérémonial de triomphe des oies se ressemblent. Tous 3 sont des types de comportements instinctifs. Tous 3 dérivent du comportement agressif et contiennent encore un peu de leur motivation primitive. Et tous 3 ont une fonction sociale similaire. Le rire s'est probablement développé par ritualisation à partir d'un mouvement de menace réorienté, tout comme le cérémonial de triomphe. Pareil à ce dernier et à l'enthousiasme militant, le rire fait immédiatement naître entre les participants un fort sentiment de camaraderie, joint à une pointe d'agressivité contre les outsiders. Rire ensemble de bon cœur, cela crée un lien très semblable à celui que crée l'enthousiasme pour un même idéal. Trouver drôle les mêmes choses, ce n'est pas seulement la condition préalable de toute vraie amitié, mais très souvent déjà un premier pas vers elle. Tout en formant un lien, le rire tire une ligne de démarcation. Si je ne peux pas rire avec les autres, je me sens en dehors, même si leur rire n'est aucunement dirigé contre moi. Le rire est plus spécifiquement humain que l'enthousiasme. Le changement de forme et de fonction qu'ont subi les schèmes de menace à la base de l'un et de l'autre est, dans le cas du rire, plus radical. À l'encontre de l'enthousiasme, le rire, même à son paroxysme, ne risque jamais de régresser et de laisser percer le comportement agressif primaire. C'est là que vous comprenez tout de suite, par exemple, pourquoi c'est complètement idiot dans nos sociétés, ça c'est une remarque personnelle bien sûr, hein, dans notre société française actuelle, de traiter un humoriste comme Dieudonné Mbalambala de bout de feu. Non, c'est le contraire. Quand Dieudonné Mbalambala fait rire, intelligemment, c'est pas un rire méchant, c'est pas un rire agressif, c'est un rire subtil, c'est un rire vraiment d'humour, fait rire de certains sujets, en fait ce qu'il fait, c'est qu'il amène les gens jusqu'au constat de leur agressivité et hop, il la fait dériver, et ce faisant, il les aide en quelque sorte, passez-moi l'expression, à évacuer le mauvais sang, à évacuer la bile. C'est ça le rire. Et effectivement, c'est un mécanisme de gestion de l'agressivité intraspécifique, en fait. En même temps, tout en constatant que donc l'être humain a en lui les mécanismes de gestion de l'agressivité intraspécifique, Lorenz estime qu'aujourd'hui on a un vrai problème. Ces mécanismes sont dépassés. Et il nous compare, c'est pas très sympa de sa part, mais c'est pas entièrement faux,
Vous allez voir à qui il nous compare. Si un observateur extraterrestre était un éthologue bien informé, il conclurait inévitablement que l'organisation sociale des hommes ressemble beaucoup à celle des rats, qui eux aussi sont à l'intérieur de la tribu fermée des êtres sociables et paisibles, mais se comportent en véritables démons envers des congénères n'appartenant pas à leur propre communauté. Alors pourquoi il dit ça? Pourquoi cette inquiétude chez Lorenz? En fait, ce qu'il nous dit, c'est que le problème de l'homme, c'est qu'il a un niveau d'agressivité intraspécifique très élevé par rapport au dispositif de gestion instinctuelle de cette agressivité. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, l'homme, réduit à lui-même, à ses conditions naturelles, était un animal peu capable de s'entretuer. Pas de griffes, pas de crocs, vivant plutôt en hordes éloignées les unes des autres. Mais le problème, la force, et en même temps le problème de l'humanité, c'est qu'elle peut effectuer des sauts de puissance soudains par sa créativité, par son inventivité, et des sauts de puissance qui dans la nature ne pourraient pas se produire, ou alors très très lentement, si lentement, que ça laisserait le temps, en quelque sorte, au parlement des instincts programmés à l'intérieur des individus, de s'adapter à ce surcroît de puissance. Bref, en l'être humain, l'adaptation des instincts individuels et sociaux a été beaucoup plus lente que la croissance de la puissance déployée lors de l'agressivité intraspécifique. D'un autre côté, la force de l'homme, c'est ça, ce que Lorenz appelle sa responsabilité raisonnable, c'est-à-dire qu'il peut aussi effectuer des sauts dans sa capacité à gérer son agressivité via la culture. Mais, évidemment, il y a donc une course entre le différentiel qui se crée entre la capacité des êtres humains à s'entretuer par rapport à leur capacité instinctive à gérer leur agressivité et la vitesse à laquelle nous construisons notre culture, notre capacité en quelque sorte à compenser ce différentiel par le développement de notre responsabilité raisonnable. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque de risque maximal, explique Lorenz, parce qu'on a une très grande accélération du progrès technique, qui est très supérieure à l'accélération de la création culturelle. Donc on a un risque maximal de concurrence produisant des résultats non adaptatifs, pour reprendre un terme technique, et donc nous sommes une espèce menacée. Menacée par le déséquilibre qui se crée entre les relations entre nous et notre environnement, et notre nature instinctive profonde. Alors, sur la façon dont on gère les choses aujourd'hui, la lecture de Lorenz, de ce point de vue, est absolument ravageuse. Je vais vous lire quelques extraits de ce que dit Konrad Lorenz. Écoutez bien. L'interaction équilibrée entre toutes les normes particulières du comportement social qui caractérise un peuple explique pourquoi il s'avère en général très dangereux de mêler des cultures différentes. Pour tuer une culture, il suffit parfois de la mettre en contact avec une autre, surtout si cette dernière est plus évoluée, ce qui vaut d'habitude pour la culture d'une nation conquérante.
Les gens du côté soumis ont alors tendance à regarder de haut tout ce qui leur était autrefois sacré et à singer les coutumes qu'ils croient supérieures. Mais étant donné que le système des normes et des rites sociaux propres à une culture est toujours adapté à mains égards aux conditions particulières du milieu, l'acceptation inconditionnelle de coutumes étrangères entraîne presque toujours une mauvaise adaptation. Les premiers exemples de culture américaine qu'imitaient les jeunes Allemands immédiatement après la dernière guerre, c'était le Coca-Cola, le chewing-gum, les cheveux en brosse et les bandes dessinées en couleur. Les normes de social de plus grande valeur de la culture américaine étaient, semble-t-il, moins faciles à imiter. En dehors du danger encouru par une culture en contact avec une autre, tous les systèmes de normes et de rites sociaux sont vulnérables de la même manière qu'un système de comportement social évolué par la phylogénèse. Comme ils ne sont pas faits par l'homme, mais par la sélection naturelle, leur fonction reste inconnue à l'homme sans une étude scientifique particulière. Leur équilibre est donc aussi facilement bouleversé par la pensée conceptuelle que celui de n'importe quel système de comportement instinctif. Il peut se dérégler lors d'un quelconque changement du milieu qui n'avait pas été prévu, entre guillemets, par le programme, entre guillemets. Mais à l'encontre des instincts qui persistent pour le meilleur et pour le pire, les systèmes traditionnels de comportement social peuvent complètement disparaître au cours d'une génération, car de même que l'état continu qui constitue la vie d'un organisme, ce qui fait une culture ne supporte aucune interruption de sa continuité. En d'autres termes, ce que nous explique Konrad Lorenz, c'est que le multiculturalisme et son corollaire, l'acculturation, fabriquent des gens à l'intérieur desquels on détruit les systèmes de rites sociaux qui permettent par rétroaction d'entretenir les dispositifs de gestion de l'agressivité intraspécifique. Et voilà pourquoi le multiculturalisme est une catastrophe. On ne fabrique pas des gens moins agressifs, on fabrique des gens beaucoup plus agressifs et de façon désordonnée. Passons maintenant au mythe de l'enfant auto-apprenant, de l'éducation nationale qui compte sur la spontanéité des enfants pour qu'ils s'apprennent à eux-mêmes à être de bons citoyens. L'équipement de l'homme en normes de comportement programmées dépend autant de la tradition culturelle et de la responsabilité rationnelle que la fonction de ces deux derniers dépend de la motivation instinctuelle. S'il était possible d'élever un être humain d'une constitution génétique normale, dans des conditions où il serait privé de toute tradition culturelle, ce qui est impossible non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons biologiques, l'objet de cette expérience très cruelle serait très loin de correspondre à la reconstruction d'un ancêtre préhumain encore sans culture. Il serait un pauvre infirme avec une déficience des fonctions supérieures, comparable à certains idiots chez qui une encéphalite pendant la jeunesse ou la vie utérine a supprimé certaines fonctions du cortex cérébral. Aucun être humain, fût-il le plus grand génie, ne pourrait inventer à lui seul un système de normes et de rites sociaux capable de remplacer la tradition culturelle. Voilà, vous mettez les enfants devant la télé, vous les laissez s'élever eux-mêmes avec une tablette, et vous les avez préalablement fait baigner dans un multiculturalisme où tout était démoli. Bon, vous aurez des êtres qui vont osciller entre une absence totale d'agressivité, parce qu'une absence totale de tout, des chiffres-molles complètes, ou alors des types extrêmement violents et incontrôlables. C'est exactement ce qu'on observe. Exactement ce qu'on observe. Et Lorenz conclut son livre en lançant un avertissement en quelque sorte. En gros, ce qu'il explique, en termes à peine voilés, c'est « Écoutez, moi j'ai été témoin de la montée du nazisme. Et ce que j'ai compris,
c'est que, en fait, dans l'espèce humaine, il y a un mécanisme dont on a déjà parlé rapidement à propos du rire, qui est l'enthousiasme militant. Qu'est-ce que c'est l'enthousiasme militant? C'est le moment où, à peu près à la puberté, il y a un très grand pic d'agressivité chez les jeunes hommes, et il va falloir que ce pic d'agressivité se décharge vers quelque chose, parce que chez les vertébrés supérieurs, en quelque sorte, les gens sont programmés pour avoir un certain niveau d'agression, et il faut que d'une façon ou d'une autre, ils le réalisent. L'enthousiasme militant, c'est l'enthousiasme militant en fait pour l'agression en commun. C'est la variante humaine et à très grande échelle du cérémonial du triomphe partagé par les oies. Et ce que nous dit Lorenz en conclusion, en quelque sorte, c'est de toute façon, cette agression va se décharger. De toute façon, l'enthousiasme militant, il va falloir en quelque sorte qu'il se réalise. Donc il peut se réaliser de deux façons. Soit il se réalise par une construction culturelle complexe qui amène l'humanité toujours plus haut, vers la sublimation, c'est-à-dire qu'on retourne l'agressivité en soif d'élévation, ou alors, ce que vous avez vécu au XXe siècle avec Adolphe et compagnie, vous le revivrez. Voilà. Voilà les conclusions que Konrad Lorenz croit pouvoir tirer de sa longue fréquentation des oies, des chiens et malheureusement des rats. Franchement, c'est un livre qui vaut la peine d'être lu, je vous le conseille. Et on va en lire 3 ou 4 autres ensuite avant de commencer à parler du racisme anti-blanc. Donc je pense qu'on lira Race, évolution et comportement de John Rushton. Et puis 2 ou 3 autres livres, que je n'ai pas encore décidé exactement lesquels, mais en tout cas, le prochain dans cette série-là, c'est John Rushton, Race, évolution et comportement, dans quelques semaines, parce que il y a d'autres choses au programme, et en particulier ce que nous allons voir à la prochaine note de lecture, puisqu'on va passer à quelque chose de complètement différent. Moi, j'aime bien entrecroiser comme ça les problématiques, passer d'un truc à l'autre. Je pense que la pensée est métonymique et que il faut savoir être soigneusement et de façon très organisée complètement bordélique pour laisser les idées s'interpénétrer, se croiser. C'est toujours fructueux. Donc on va passer à un truc complètement différent. Vous savez qu'on lit tous les livres des hommes politiques qui se portent candidats pour la présidentielle 2017 en France. Et le prochain, c'est Emmanuel Macron. Alors, j'aime autant vous dire tout de suite que par rapport à Konrad Lorenz, on va retomber de pas mal de niveaux. Mais on a dit qu'on les lisait tous, on les lira tous. Donc, à bientôt pour Emmanuel Macron.